Le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus au rendez-vous de ce magazine Info 7, votre magazine d'actualité. Aujourd'hui, pour décortiquer l'actualité de la semaine, nous recevons pour vous Monsieur Fiou Ndodoboni, qui est président du parti politique Orange, mais il est également président de l'Ordre national des architectes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir parce qu'on m'est retrouvé en face de téléspectateurs pour parler de tout ce qui concerne notre nation a toujours été une grande joie pour moi. Le discours du président de la République au grand rendez-vous, sa 76e session de l'ONU. Nous allons en parler dans ce magazine, mais également nous reviendrons sur cette situation autour de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, l'état de siège décrété dans l'Est de la République par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans une partie, bien sûr, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Madame, Messieurs, également au menu de votre magazine, nous allons parler de la célébration de la journée de la paix. C'était au courant de la semaine. Et déjà, c'est parti avec notre invité. Comment se porte votre parti Orange? Le parti Orange se porte très bien. Évidemment, après les élections, il y a toujours une nouvelle stratégie que l'on met en place. Vous savez, quand on sort des élections, les élections généralement sont budgétivores, donc il faut se reconstituer. Donc nous étions justement dans cette période-là, mais on profitait pour faire calmement et en profondeur notre implantation. Et le parti va très bien, nous sommes suffisamment, nous avons eu quelques territoires ou provinces supplémentaires où nous sommes implantés. Il y a croissance de membres, mais seulement nous n'étions pas dans les shows du spectaculaire, mais la profondeur y est. Est-ce que vous avez eu à remporter quand même votre part de gâteau lors des élections de 2018? Non, les élections de 2018, on a rien gagné, on n'a rien gagné à l'issue pour la proclamation des résultats. Mais bon, c'était une excellente... Ça ne vous a pas affaibli, hein? Non, vous a frappé, vous avez décidé de... Non, nous savions le contexte dans lequel ces élections étaient organisées. C'est pour nous la chose la plus importante, c'est qu'au sommet de l'État, il y a eu une alternance. L'opposition a gagné, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été élu. Et c'était ça déjà notre plus grande satisfaction. Le reste, c'était pas important. Il fallait maintenant focaliser tous nos efforts pour consolider cette alternance qui était le produit d'une grande lutte pendant plusieurs années. Là, vous êtes en train de saluer l'alternance au sommet de la République démocratique du Congo. Malheureusement, votre accession à la tête de l'Ordre national des architectes pose problème, a même créé une crise au sein de cet ordre. Bon, vous savez que même au niveau de la nation, il y a eu toujours, quand le chef de l'État a été élu, il y a eu d'autre part des personnes qui se sont plaintes, disant que c'était le vrai élu. C'est la même situation que s'est passée à l'Ordre des architectes. Donc, vous avez décidé de politiser l'ordre? Non, ça n'a pas été décidé ainsi. C'est la même situation qui s'est passée à l'ordre. Donc aujourd'hui, ça appartient à l'histoire. L'ordre, c'est une organisation apolitique. Donc les architectes, nous veillons sur leurs intérêts. Il y a beaucoup de défis qui sont à relever dans notre pays et les architectes devraient être impliqués. Et notre rôle en tant que personnalité politique, c'était justement de jouer aussi un rôle au sein de l'ordre, d'intégrer cet architecte-là dans son rôle, justement. Malheureusement, on vous accuse d'avoir utilisé les mêmes stratégies politiques pour enfin accéder à la tête de cet ordre. Bon, la procédure pour accéder à l'ordre des architectes, c'est par les élections. Donc, il y a eu des architectes qui ont voté. Il y en avait, je crois 300 quelque chose. Moi, j'ai eu 216 voix. Et celui qui est venu après, il y a eu 150 voix. Le PV sont là, tout est là. Ça appartient à l'histoire de toute façon. Ça appartient à l'histoire, mais quand vous êtes avec les architectes, il ne cesse d'en parler. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes divisés. C'est plus un comme lorsque l'ordre a été mis en place. Non, je pense que les comportements des uns et des autres, c'est beaucoup plus dans l'unité que nous cheminons. Peut-être c'est quelques personnes qui veulent avoir telle ou telle autre attitude, mais c'est une affaire qui concerne le passé. Je n'aimerais même pas que sur ce plateau, on en fasse on n'en fait pas un débat, mais parce que vous êtes architecte, on peut quand même en parler. La chose la plus importante ici, l'architecte a un rôle important à jouer dans les contextes actuels. Lequel? Justement, quand on parle du développement aujourd'hui, c'est l'infrastructure, c'est l'organisation de l'espace de vie, c'est l'habitat, c'est toutes ces choses. Justement, nous y veillons. Nous avons... Parce qu'il y a un peu de dérapage. Justement, il y en a.
Voilà pourquoi il est important que nous puissions réglementer toutes ces choses-là et nous y travaillons. Nous avons chaque année le tableau que nous publions, les personnes habilitées à exercer comme architectes dans ce pays. Donc cette année, nous avons publié 785 architectes. Nous avons transmis ces tableaux auprès du ministère de l'Urbanisme, Travaux publics, Aménagement de territoire, chef de l'État, Premier ministre. Nous avons transmis ces tableaux. Donc ce sont ces architectes qui sont habilités à exercer ici. Parce que la loi dit, n'est architecte en République démocratique du Congo, pas seulement la personne qui porte le diplôme, mais aussi qui est inscrit au tableau de l'ordre des architectes. Alors notre rôle maintenant, c'est de nous rassurer que toutes ces personnes qui exercent sont inscrites au tableau, d'une part, et quiconque qui vient d'un coin à travers le monde, qui veut exercer au pays, devrait être inscrit au tableau. S'il n'est pas inscrit au tableau, il devra s'associer à un architecte interne pour qu'il fasse ce travail. Ça, c'est notre rôle. Évidemment, réglementer tous ces problèmes qu'il y a au sein de la corporation. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a un rôle également politique, je peux dire. Ces rôles-là, c'est le lobbying. C'est être présent dans les grands rendez-vous, dans les grandes discussions. Quand on va discuter, on discute que non, on doit faire les projets Kitoko, par exemple. L'architecte doit être là. Quand on doit faire, il y a telle autre organisation ou telle personne qui vient investir dans le secteur de l'habitat, l'architecte doit être là. Mais s'il n'y a pas ce lobbying-là, l'architecte sera absent. Voilà la dimension stratégique, politique, où le rôle également est à jouer, parce qu'il faut être présent. Si vous n'êtes pas présent, vous serez absent dans tout le rendez-vous. Vous l'avez bien, très bien souligné, mais aujourd'hui, la population, comment est-ce que la population pourra reconnaître que celui-ci, l'architecte qui se présente devant moi, est bien inscrit au tableau de l'ordre des architectes? Bon, d'une part, la population doit chercher, c'est sur le net, hein, en fait. C'est vrai que tout le monde n'est pas... C'est vrai que tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Ne peut le fût-ce que demander son numéro de référence, ou soit, s'il veut aller beaucoup plus loin, venir se renseigner au sein du siège, hein, il peut le faire, on peut donner les référents, les numéros, tout ça, il peut appeler. Mais vous, à votre niveau, vous ne vous êtes pas organisé pour remettre pratiquement peut-être une carte qui... Justement, je veux y arriver. Voilà. Et chaque architecte a une carte également, parce que la carte, quand vous êtes inscrit, on vous transmet, on vous donne une carte pour l'exercice. Il y a même le cachet pour l'exercice, on vous les transmet. Donc, ce qui fait que ces éléments-là, qui constituent la personnalité de l'architecte, devraient en principe suffire. Mais il peut toujours avoir de personnes qui créent. On a vu également dans l'ordre de médecin, un médecin qui a exercé plusieurs années avec un numéro d'ordre, mais qui n'était pas un médecin reconnu au sein de l'ordre. On l'a arrêté plus tard. On peut avoir ce genre de personnes, mais du moins, un vrai architecte, il y a également une dimension de la réglementation qu'il faut exercer. Vous avez vu à la télé une maman qui a été emportée par une pluie, parce que la maison, le salon a été construit au-dessus d'un grand collecteur de eau. Alors, réellement, un architecte consciencieux ne peut pas ériger l'ouvrage dans ces conditions-là. Vous comprenez? Donc, même si le collecteur peut passer sous un bâtiment, une infrastructure, il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire, il y a les hauteurs à respecter, il y a les dimensions à respecter, parce qu'il faut calculer. Donc là, c'était un charlatan. Donc c'était un charlatan qui a exercé. Nous avons vu dernièrement également dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui publie, je peux te faire de plans à 150, oui, $200, tout ça. Ça, c'est un charlatan. On ne fait pas les plans comme ça, on ne fait pas les études comme ça. Parce que les études, ce ne sont pas des trucs standards où l'on prend, on vient implanter. Non, il y a la réalité sociologique, il y a la réalité environnementale, il y a toutes ces choses. Il y a des normes à respecter. Il y a des normes à respecter. Il y a les orientations, par exemple. Tu conçois et tu mets tous les salons, le véranda dans la direction ouest. Donc, ce qui fait que les gens qui vont y habiter ne vont même pas utiliser cela parce qu'à l'ouest, le soleil se couche à l'ouest, les après-midi, il fera très chaud. Donc, il y a des petites choses comme ça, réglementaires, dont il faut tenir compte. Et l'architecte, quand il arrive dans ces milieux, il voit l'orientation, il voit comment est-ce qu'on va évacuer les différents eaux usées ou vannes, il voit comment est-ce que la pression de vent, il voit toutes ces choses-là, quel type de toiture, et c'est en fonction de cela qu'il fait sa conception. Il voit même les comportements de personnes. Hein, parce que donc, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est juste pour séduire la population, les citoyens qui ne maîtrisent rien dans ce domaine. Ils vont voir quelques photos, ils y vont, et puis ça sera... et après, on enregistre des dégâts, surtout pendant cette saison de pluie. Exactement. Mais cela n'exclut pas qu'un architecte qui a son site,
que sa page Facebook, il fait ses publications, des œuvres. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Un architecte peut faire, mais il ne va pas écrire que tu veux faire... tu as besoin d'avoir un plan 150, 200 dollars. Non, impossible. Parce que la réglementation des honoraires est définie également dans notre règlement d'ordre intérieur. Okay. Donc, il y a une déontologie que nous suivons. Même quand il faut faire une publicité, il y a les normes à respecter, il y a les dimensions, il y a la façon de faire. Tu n'as pas vu un médecin, je suis le meilleur médecin, venez... Donc, ce domaine est très bien... Très bien. Ouais, il y a des normes qui existent, une déontologie très bien organisée. Donc, toutes ces personnes qui essaient, de toute façon, il y avait une équipe qui était allée interpeller ces personnes. Donc, on est en train de mettre de l'ordre petit à petit. Voilà, secteurs. Merci beaucoup, madame, monsieur. Prenons à présent ce premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Bon, j'étais en contact avec le directeur du programme élargi de vaccination. Je lui ai posé cette question pour savoir comment se déroule la vaccination. En tout cas, il m'a parlé, elle m'a dit que la demande est forte. La demande est très forte. Et moi-même, je le sens ici, au poste de l'INRB. Le docteur Moussoko, qui s'occupe de la vaccination ici à l'INRB, m'a dit qu'en moins de 3 jours, il a déjà vacciné plus de 140. Mais la vaccination toute seule ne peut pas mettre fin à cette pandémie. C'est ainsi que nous devons continuer à pratiquer les premières mesures qui s'imposaient. C'était donc les gestes barrières. C'est donc en combinant les deux, vaccination et gestes barrières, que nous allons mettre fin à cette pandémie et revenir à notre vie normale. Pour le moment, c'est la calmie totale, nous pouvons dire. La calmie totale, mais nous ne pouvons pas dire que le virus a été éliminé ou maîtrisé. Il y a toujours la circulation du virus et les risques de réémergence, de réapparition. Préoccupés par la situation de la suspension de la faculté de médecine à l'université du Kasaï, les sénateurs élus de ce coin de la République ont à ce sujet échangé avec le président du Sénat, conduite par le sénateur Denis Kambaï. La délégation dit avoir porté le problème au niveau de l'institution qui est l'émanation des provinces. Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux la communication sur la décision du ministre de l'enseignement supérieur en ce qui concerne la filière ou la faculté de médecine, particulièrement l'université du Kasaï. Cela pose problème aujourd'hui. Nous avons reçu plusieurs sons de cloche. Il était important en tant que sénateur élu du Kasaï central, nous venons rencontrer notre président pour échanger avec lui sur la question. S'agissant de la baisse de prix des billets d'avion, les sénateurs élus du Kasaï central ont également exprimé leur inquiétude sur la question. Depuis que le gouvernement des Warriors, le gouvernement de la République, aille à prendre la décision pour la baisse des prix de billets en ce qui concerne le voyage à l'intérieur, il y a beaucoup de compagnies qui posent problème aujourd'hui. Ce qui est scandaleux, c'est de comprendre qu'au niveau de la province du Kasaï central, nous n'avons aucun vol. Nous n'avons aucun vol, les gens ont des difficultés d'aller atterrir soit à Mbujimaï ou à Chikapa et prendre la route avec tout ce qu'il y a comme conséquence sur des motos. Et vous savez, la province du Kasaï central est fondamentalement enclavée. C'est au centre de la RDC. Et en tant que sénateur du coin, nous devrions nous mettre debout quant à ce. Et la troisième préoccupation est celle liée à la sécurité. Par ailleurs, le speaker de la Chambre haute du Parlement s'est entretenu avec la délégation du Centre européen pour l'appui électoral. Cette structure promet d'accompagner la RDC dans le processus électoral. Monsieur Fiyundo Domoni, comment trouvez-vous la décision du ministre de l'ESU qui n'a retenu que 16 universités en République démocratique du Congo pour organiser la faculté de médecine? Bon, en fait, il y a deux volets ici. La responsabilité de l'État d'autre part et la réalité
sur terrain. S'agissant du premier point, il est vrai que la question de soins de personnes humaines, il faut qu'il y ait vraiment de discipline, de rigueur là-dessus, parce que ça concerne de vie. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il faut aussi démontrer que les nombres de médecins, les nombres de personnels médicaux nous avons ne suffit pas pour prendre en charge plus de 80 millions d'habitants. Ça ne suffit pas. J'ai suivi hier, je crois, dans une chaîne locale, où il y avait, ou je crois la chaîne nationale, où il y avait un hôpital au Congo profond. Il y avait un médecin. Jusqu'aujourd'hui, ils étaient en train de stériliser avec les mbambola. Voilà, ça s'est fait dans le Congo profond. Mais qui, dans le Congo profond, connaît les niveaux de formation de ces personnes? Mais les personnes, ils vivent et sont soignées, et ils sont, ces personnes-là sont guéries également. Donc, le problème ici, il faut le voir dans les deux sens. Il est vrai, le ministère a la responsabilité de réglementer d'une part, et d'autre part, il faut voir la réalité sociologique, la réalité sur terrain, comment il faut faire justement pour pallier à cette question. Et voilà pourquoi je salue les démarches des uns et des autres qui sont venus voir le ministre. Plusieurs universités l'accusent d'être vite partie en besogne, parce que dans toute décision, quand même, il y a des avertissements. Absolument. Peut-être il y a eu des avertissements, les uns et les autres n'ont pas réagi. Ça, c'est d'une part. Certaines universités que moi j'ai contactées affirment n'avoir pas reçu ces avertissements. Oui, vous savez, c'est possible, hein, c'est possible. Je ne suis pas en train de soutenir la décision du ministre, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait également ce préalable-là. Mais je dis également, je ne soutiens pas non plus les différentes universités, parce que ça peut arriver qu'il y ait une communication qui a été faite, soit là, un désordre interne, soit au quoi vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas envoyé quelqu'un, vous n'avez pas répondu, tout ça. Après un temps, à leur niveau, peut-être ils ont les éléments qui justifient qu'ils avaient fait formulé ces différentes demandes. Alors, quoi qu'il en soit, la chose la plus importante, c'est que toutes les parties doivent se mettre ensemble. Le Congo est dans un contexte tout à fait particulier, et dans une situation où il faut tout relancer. On a l'impression que rien ne marche. Oui, la crise est tellement profonde. Quand je parle de la crise ici, c'est les difficultés qu'a le pays. La nation, c'est comme une personne qui a une forte blessure, et il faudra maintenant commencer à soigner. Mais pour soigner cette blessure, il faut faire un pansement, nettoyer tout l'intérieur. Et pendant ces nettoyages-là, la personne a trop mal. Mais en réalité, l'objectif, c'est la guérison de la personne. Mais quand la personne a mal, elle a l'impression qu'on est en train de lui faire du mal. Mais en réalité, l'objectif, c'est le salut. Et le Congo est dans cette situation-là. Le pays, aujourd'hui, la crise est tellement profonde. Les difficultés sont énormes. Les problèmes sont à tous les niveaux. Alors maintenant, pour essayer, même dans le secteur de l'éducation, il y a un sérieux problème. C'est vrai, d'une part, le chef de l'État s'est engagé dans la gratuité, c'est une très bonne chose. L'un des piliers du quinquennat de Félix justement, la gratuité, mais d'autre part, il y a des personnes qui utilisent cette question de la gratuité pour détruire également la question de l'éducation, parce que leurs intérêts égoïstes ont été appréhender ou retirer un peu dans la chose. Parlons d'abord de cette décision-là du ministre. Nous connaissons tous comment les infrastructures de certaines universités, notamment lorsqu'on prend l'université de Kinshasa, qui presque chaque année, il y a débordement, il y a beaucoup d'étudiants, et parfois les étudiants ont du mal à bien suivre les cours. Mais est-ce que vraiment, le ministre lui-même a pris le temps vraiment de... Oui, c'est justement ça le problème. Si tu prends les organisations, les institutions officielles de l'État aujourd'hui, c'est dans quelles conditions justement les étudiants étudient? Les enseignants, c'est dans quelles conditions ils enseignent? Mais quand tu vois dans certaines institutions... Alors qu'ils ont toujours des réclamations, justement, des matin, midi, soir, des grèves, tout ça. Les heures, comment on appelle ça? Les heures de cours. On ne sait pas. Mais alors, si tu vois dans certaines organisations privées, mais dans ces organisations, peut-être les conditions sont meilleures, mais il leur manque un agrément. Mais généralement, il leur manque peut-être l'agrément ou l'autorisation du gouvernement, je ne sais pas, de fonctionner dans les conditions assez légales. Alors, toutes ces réalités-là, il faut en tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons voir nos universités officielles, les conditions de travail, les conditions de formation, en tout cas, les 3/4 seront fermés. 3/4 de nos institutions. En commençant par les institutions, les universités de l'État. De l'État. En tout cas, malheureusement, ce sont les universités qui sont retenues. Justement, je parle bien de l'État. L'État le fait parce que ça lui appartient, en fait. Ça lui appartient, c'est tout à fait normal, il puisse privilégier. Mais quelles sont les conditions
de travail dans ces différentes institutions. Aujourd'hui, si vous allez dans tous les secteurs, vous allez constater qu'il y a quand même de baisse. Si les étudiants ne font pas un effort individuel et que là où ils passent leur stage, il n'y a pas un encadrement particulier, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train de dénoncer le comportement ou les traitements subis de la part de certains blouses blanches dans certaines structures sanitaires. Et lorsque nous voyons la décision du ministre, est-ce que vous soutenez ceux qui pensent que le ministre est venu pour empirer encore la situation, de lors que nous connaissons que dans certaines institutions de l'État, il y a par exemple 500 étudiants, 200 surtout en ce qui concerne la médecine, et ceux qui sont en fin fond ne comprennent même, n'assimilent pas bien la matière. Et avec cette décision, peut-on dire, est-ce que vous épuisez le point de vue de ces personnes qui estiment que le ministre, au lieu d'améliorer, vient encore empirer la situation? Bon, je n'ai pas tous les éléments pour tirer des conclusions par rapport à cette analyse, parce que les décisions, les éléments sur lesquels le ministre est basé pour faire donner ses argumentaires ou les ce sont les recommandations des États généraux. Justement, donc je ne peux pas sur ces plateaux, sur base d'une position, d'un avis d'une personne, balayer les recommandations d'une assemblée, d'un état général qui s'est passé quelque part dans un secteur donné. Ici, je fais les observations d'une manière globale. Voilà. D'une manière globale. Dans la présentation, dans une salle de 500 personnes, où il n'y a pas de micro, par exemple, je vois dans certaines organisations, on met de micro, il n'y a pas de micro, les professeurs parlent, il est clair que cet étudiant qui est derrière ne comprend rien. Dans une organisation, il n'y a pas de laboratoire, donc il est clair qu'un étudiant qui peut finir, il y a des matières qui n'a pas bien assimilées et il y aura des problèmes quelque part. Donc, ce qui fait que les problèmes d'une manière générale existent. Il faut que au niveau du ministère, que ce soit de l'éducation ou de la santé publique, on puisse réfléchir comment est-ce que les minimums qui permettent justement cette formation puissent rentrer d'abord à niveau. Pas seulement les étudiants, mais les enseignants eux-mêmes. La formation continue, toutes ces choses-là, la mise à niveau, la technologie aujourd'hui avance. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui qui exercent en République démocratique du Congo, mais qui ne sont pas dans l'enseignement. Vous comprenez, les universités, ces organisations peuvent faire assez que ces experts-là puissent venir passer des conférences, des choses, pour que leur expérience soit partagée aux Congolais. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, la difficulté du Congo est également une opportunité pour beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. Il y a un Congolais qui fait sa formation en France, qui est venu faire son stage ici à Mamaemo. Pendant une année, il a fait son stage, mais les cas qu'il a trouvés à Mamaemo, quand elle est partie en Europe, un cas pareil est arrivé, il n'y avait pas, les experts de l'autre côté n'étaient pas à mesure de traiter ce cas, mais lui, il n'était pas à mesure de le faire. Mais lui, il a vu la pratique. Il a pris en charge et directement, il a impressionné tout le monde. Il y a des réalités comme ça qui existent. Donc, ce qui fait que les difficultés du Congo, sans matériel, ont amélioré la capacité même de nos médecins qui sont ici en voulant chercher des solutions, et ça leur a donné des instincts naturels de défense qui font qu'ils règlent le problème peut-être critiques qui puissent exister dans les secteurs médicaux. Vous avez tantôt évoqué le cas de l'enseignement. Dernièrement, nous avons suivi la plateforme de Joseph Kabila Kabange qui a critiqué pour dire que la gratuité de l'enseignement de base, un des piliers du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son quinquennat, n'a pas atteint ses objectifs. Non, vous savez, c'est facile de critiquer comme ça. Je préfère à ce que aujourd'hui la MOUCA fasse de critiques. Je préfère que les opposants... Donc le FCC ne peut pas être donneur de leçons? Non, pas du tout. Ils ont eu 18 ans de pouvoir. Mais ils avaient commencé avec la gratuité, Aujourd'hui, les conséquences des problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce pays, sur le FCC, c'est les 18 ans de gestion aujourd'hui. Et si aujourd'hui le chef de l'État est en train de se battre pour relever le défi, c'est parce que pendant 18 ans justement, on a pris en otage les richesses,
le bien-être de la population congolaise. Écoutez, sortez seulement, même à Kinshasa, ici, dans les coins et recoins, voyez l'état de nos centres de santé, voyez nos écoles. Il y a eu un projet de 1000 écoles primaires qui devrait être fait, financé par la Banque mondiale. Regardez l'état de nos écoles primaires, même tout autour. Il y a une école ici, sur Itaga, dans la commune de Lingwala. L'école est en train de s'affaisser, il y a inondation, mais les élèves vont étudier là-bas. C'est un bâtiment rez-de-chaussée plus 1. C'est une école qui fonctionne. C'est ici à Lingwala. Vous comprenez? Donc, on a également l'Institut agricole de Mombélé. Les Mombélé, tout ça. Tout le service national, l'œuvre que M. Laurent Désiré Kabila avait laissée, qui pendant 18 ans a été mis dans un carton oublié quelque part. Le chef de l'État, une fois il est arrivé aux affaires, il relance l'agriculture via le service national. Voilà les produits aujourd'hui nous avons avec ça. Alors selon vous, qu'est-ce qui cachait vraiment cette attitude-là du FCC? Non, ça c'est de l'hypocrisie tout simplement. Ils veulent créer du show, ils doivent se taire. À mon humble avis, si le FCC était... ils devaient prendre peut-être l'attitude de leur leader politique. C'est taire tout simplement. JKK qui ne parle pas, c'est taire tout simplement. Parce de garder silence. Au stade actuel, ce ne sont pas de bonnes personnes à faire des leçons parce que la situation que nous avons héritée, que nous avons aujourd'hui au pays, ils sont à 90% responsables. Vaccination contre la Covid-19. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi mobilise les partenaires pour la fabrication du vaccin en Afrique. Comment trouvez-vous cette démarche? C'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative et l'initiative est vraiment louable dans le sens que c'est une révolution. Personne n'a jamais le courage de le faire. Est-ce que l'Afrique sera en mesure de produire, aura des infrastructures? L'Afrique est vraiment en mesure de le faire. C'est le leadership africain de foi qui ne facilite pas toutes ces choses. L'Afrique a toutes les capacités nécessaires. Il a tout ce qu'il faut pour arriver à mettre en place le vaccin ou le médicament approprié pour la question, pas seulement de la Covid et autre chose, mais seulement ce qui lui manque, ce sont les moyens nécessaires pour y arriver. Alors, le leadership du chef de l'État, qui lui pousse à faire ces plaidoyers-là, à renaître un peu cette dignité africaine, pour que l'Afrique produise ces éléments elle-même, je pense que c'est une très bonne initiative et nous devons l'encourager pour ça. Et comment trouvez-vous aujourd'hui la gestion de la Covid-19 en RDC? Bon, la gestion, je sais seulement qu'il y a un ministre qui a été arrêté, donc il y a eu des problèmes. Relâché, oui, c'est qu'il y a eu des problèmes quelque part. Bon, il y a eu très des on-dit, mais malheureusement, je n'ai pas les éléments qui puissent affirmer sur ces plateaux qu'il y a eu cas de ceci ou cela. Mais apparemment, les spéculations, les réseaux sociaux sont beaucoup plus fortes. Hein? La réalité des réseaux sociaux est a beaucoup plus d'impact que peut-être la vraie réalité que nous ignorons. Mais je pense que... Vous avez déjà pris votre vaccin? En tout cas, je n'ai pas encore pris. Et qu'est-ce que vous attendez alors que c'est un moyen pour lutter contre... c'est un moyen préventif. Donc, pour moi, je ne suis pas pressé, déjà parce que je suis totalement immunisé, parce que j'étais déjà infecté de la maladie, donc je suis... Est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, en quelques mots, ce temps-là où vous avez contracté cette maladie, comment c'était? C'était pénible. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui estiment que la Covid n'existe pas. C'était pénible, c'était vraiment pénible, et... je ne m'aurais plus revivre cette situation-là. C'était pénible. Je suis rentré à la maison. Je ne me sentais pas bien. Je suis allé voir mon médecin. Il m'a fait faire les tests. Il m'a renvoyé le test à 23 h pour me dire que c'était positif. Il fallait commencer. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, c'était insupportable. Je ne sais pas comment décrire. Donc c'est plus que vous-même. Il y avait, vous voyez cette partie ici, ça faisait un creux, une douleur, souffrance, je ne sais pas expliquer. Et je suis resté comme ça 2 semaines. Heureusement, mon médecin m'a demandé il n'y avait plus de place, il fallait rester interné à la maison. Et voilà, je me suis enfermé pendant 2-3 semaines. Par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti. Mais alors, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à ces personnes qui sont en train de vous suivre? Respecter les mesures barrières. Vous savez, je ne sors pas sans mon masque et je n'échange pas. J'interpelle beaucoup plus le roulage. Mais je suis convaincu que c'était à travers un roulage que j'ai contacté la maladie. Parce que je sortais... Comment ça? Je sortais du stade de Tata Raphaël
pour regarder les travaux de francophonie. En sortant, il y a des roulages qui sont quelque part là, qui ont arrêté, je baissais la vitre, et ces roulages s'est apprêté à 50 cm. Il a commencé à parler. Apparemment, il était aussi ivre. Il a commencé à parler, et en parlant, la salive sortait, et je fais monter la vitre, et j'ai vu toute cette salive qui était attachée sur la vitre. Je lui ai dit, tu portes d'abord ton masque avant de me parler. Mais du moins, c'était déjà fait. Et c'est 2-3 jours après que je commençais à avoir de malaise. Donc c'est fort probable, je n'affirme pas, mais c'est fort probable que ça soit... Voilà pourquoi je parle de geste barrière, il faut vraiment le respecter. Et voilà, pour le reste, c'est un choix personnel, s'il faut se faire vacciner ou pas, donc c'est un choix personnel, on va suivre les instructions de la République. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de cette rétrospective. En marge de la célébration de la Journée internationale de la paix, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents a, au cours d'une cérémonie de haute facture, élevé le ministre de l'aménagement du territoire au rang de notable universel de la paix. Un couronnement qui marque le parcours d'un homme qui agit depuis plusieurs années au profit de ses concitoyens, explique le directeur général de CULPAC. Le notable universel pour la paix, suite à tout ce qui se voit, qu'on voit à l'œil nu, surtout les forages d'eau chez les pauvres. Ça, c'est une action qui a retenu l'Union européenne. Sans intervention internationale, on voit un Congolais qui est trop jeune, qui se donne dans la mission d'aider la population pour l'eau potable. Alors que nous en avons dans beaucoup de zones, il n'y en a pas. Mais l'eau est sous terre. Il a fait les forages. Et c'est là il a donné la vie parce qu'il a donné de l'eau. Maître Guy Ndomboyo a pour sa part réitéré son engagement de continuer à travailler pour la consolidation de la paix. Le monde entier a besoin de la paix. Notre pays aussi a besoin de la paix. Nous avons déjà commencé à faire beaucoup dans ce sens-là pour que la paix et la justice règnent dans le monde et dans notre pays. Nous allons continuer dans le même élan, de travailler avec ardeur, avec conviction, avec engagement pour que la paix règne réellement dans le monde et dans notre pays. Pour rappel, depuis la déclaration universelle de la paix faite par les Nations Unies il y a 73 ans, le monde recherche encore des hommes et des femmes qui vont s'engager sur cet élan. La RDC en compte déjà un, en la personne du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Il vous souviendra que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, la ministre d'État chargée de la Justice et le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, d'examiner ou évaluer le niveau d'exécution des décisions qui avaient été prises en son temps concernant les ports illégaux en République démocratique du Congo. Après cette instruction, nous sommes venus recevoir les orientations de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a instruit de mettre sur pied une commission interministérielle qui devrait être chargée donc d'adresser cette question épineuse. La commission a fait son travail et aujourd'hui nous sommes revenus auprès de Son Excellence pour lui présenter la quintessence de ce rapport qui fera objet d'examen du Conseil des ministres ce vendredi. La primeur de l'information revient d'abord au Conseil des ministres. Vous serez informés des décisions que le gouvernement prendra quant à ce. Nous lui avons rendu compte, je vous ai dit ici, qu'il nous a donné des instructions, des orientations précises, subséquemment aux instructions que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a données au gouvernement. Donc nous venons de lui rendre compte, c'est à lui-même d'apprécier le travail qui a été abattu par cette commission interministérielle. Le mot de la fin est qu'aujourd'hui nous sommes devant des défis de la restauration de l'autorité de l'État et des défis aussi de gouvernance de la République démocratique du Congo, qu'il plaise au président de la République de pouvoir, avec une pugnacité renouvelée, restaurer effectivement cette autorité de l'État. Monsieur Fiou Dodomoni, qui est au-dessus de l'État? Personne.
Alors, comment expliquer aujourd'hui que plusieurs décisions sont prises, si pas par le président de la République, par le gouvernement, mais l'application et le respect de ces décisions posent toujours problème. Vous avez suivi là le cas de la fermeture des ports illégaux, qui aujourd'hui, cette décision peine toujours à être... Non, vous savez, c'est pourquoi je dis que nous sommes dans une situation où le pansement est en train de se faire dans une plaie profonde. Effectivement, il y a ces décisions. Il y a des ports aujourd'hui qui sont ouverts, effectivement, qui ont détruit le port de l'État. L'Onatra aujourd'hui, ex-Onatra aujourd'hui, les ports de Mata, Dibo, Mao, tout ça ne font pas de revenus corrects parce qu'il y a des ports privés qui existent. Et dans ces ports-là, il n'y a pas il n'y a pas DGDA, il n'y a pas tous ces services de l'État qui sont censés puiser de recettes pour notre pays. Pour la plupart des ports des proches de l'ancien régime. Mais justement, c'est ça la difficulté. Alors, nous étions dans un gouvernement qui était FCC Cash, où le Premier ministre était présent pour protéger les intérêts de l'ancien régime. Et ce qui fait qu'une décision qui est prise, l'exécution devrait être faite par cette catégorie de points. Les transports étaient gérés par eux, toutes ces choses étaient gérées. Donc, l'exécution était difficile. Et voyez le comportement, l'attitude de l'actuel ministre qui a relancé les dossiers justement. Et le Conseil des ministres va prendre une décision. Il a dit la primeur de l'information de tous ces détails revient au Premier ministre, au gouvernement, ce qui va être fait. Et je pense que la décision, ça sera la suite des orientations que le chef de l'État avait données pour que, d'une manière concrète, les actions soient prises. Donc, le pays a été géré comme un empire, comme un groupe appartenant, un espace appartenant à un groupe de personnes, et que le revenu de l'ensemble de la nation... Là, c'est avec l'ancien régime, le régime de Joseph Kabila. Partagé, le système, toute la traçabilité financière, où tous les endroits où l'argent était produit étaient orientés vers une certaine destinée. Et jusqu'aujourd'hui, ça se présente de cette manière, mais il faut un effort pour identifier tous ces circuits qui ont été installés, tous ces systèmes qui ont été mis en place. Le chef de l'État, quand il est allé à Lualaba, il a constaté énormément de choses. Quand il a fait 13 jours, une dizaine ou 2 semaines, 3 semaines, à Goma, il a constaté toute cette magouille au sein de l'armée. Quand il est allé, il a constaté. Mais effectivement, toutes ces choses, ce sont des réseaux mafieux qui ont été installés d'une manière volontaire, de manière à ce que l'État reste à genoux et que quelques individus aient toujours l'élan, la croissance financière. Comment peut-on expliquer alors cette situation-là qu'a vécue la République démocratique du Congo? Comment on appelle ça? C'est pire que le mauvais cœur, en fait. C'est, comment on appelle? C'est l'attitude de personnes, des mercenaires qui ne sont là, qui ont été là que pour piller. Aucune vision pour la République, aucun intérêt pour la République, mais une seule vision, c'est faire de l'argent. Vous comprenez? Vous les appelez des mercenaires, mais malheureusement, eux, de leur côté, aujourd'hui, ils ont un discours qu'ils brandissent face aux actions de Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, c'est normal, peut-être qu'ils puissent dire des choses comme ça pour distraire l'opinion. Ils peuvent le dire pour distraire l'opinion. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler pour rentrer même au niveau zéro. Parce que le développement ne peut pas se faire si on rentre pas. Le pays est en deçà du niveau zéro. Vraiment, prenons le cas de l'IGF, le travail qu'est en train de faire l'IGF aujourd'hui. Vous voyez maintenant le recette, comment on appelle ça? Le réserve que nous avons qui sont en train d'accroître jour après jour. Voilà la production qui est fait DGDA, qui est fait DGI et que fait DGRAD aujourd'hui, au-delà de 100%, 130, 150, même 160% de la revenu. Mais le travail de l'IGF est critiqué par certaines personnes, certains politiques. Peu importe, il n'y a rien de parfait sur cette terre, mais la chose la plus importante, quand on est en train de travailler, il faut voir ce qui est bon, si le bon dépasse le mauvais. Mais je pense que le travail que l'IGF est en train de faire aujourd'hui, le bon est au-delà du mauvais. Donc les mauvais là est une minorité. C'est tout à fait normal, on est des humains. Il n'y a aucune personne qui est parfaite. On peut commettre des petites erreurs. C'est pas un acharnement. Moins, ce n'est pas un acharnement, c'est la discipline de gestion de biens de la République. Les gens ont été très mal habitués. Quand on parle d'un détournement, $1 million destinés à payer les agents, par exemple, de Congo Web. Le $1 million, au lieu de payer les agents de Congo Web, vous prenez les $1 million, vous construisez un immeuble. C'est un détournement. Même si l'argent était... Mais c'est un détournement. Le libellé n'est pas
c'est lui pour lequel l'argent a été sorti. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites dans ce pays. L'argent sort pour aller régler les problèmes dans tel village parce qu'il y a telle situation de maladie. Cet argent va faire autre chose. Personne ne suivait. Donc, l'IGF est en train de réglementer toutes ces choses. Aujourd'hui, n'importe quelle autorité qui est nommée, dans sa tête, il sait, je dois me discipliner parce que quelque part, il y a l'IGF. C'est déjà quelque chose de positif. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Mais est-ce qu'il fallait attendre l'avènement de Félix Tshisekedi pour qu'enfin l'IGF soit connu de tous? Parce que même un petit enfant aujourd'hui connaît quand même que l'IGF existe. Oui, parce que vous savez, il y a de basiques de la vie, un comportement normal. Si tu arrives à avoir ces comportements, donc le minimum va revenir. Donc toute personne qui a l'intention, la volonté de faire le bien dans ce pays, une fois au pouvoir, il y a des choses qui sont basiques qu'il est censé faire. Des gens IGF, les contrôles là. Il y a d'autres, Cour des comptes également, ça devrait revenir. Je crois que ça va venir dans le jour qui vient. Toutes ces choses-là, ce sont le basique de contrôle de la gestion. Donc, l'ancien régime avait carrément mis l'IGF à côté pour que cette à côté, parce que l'IGF faisait son travail. Il élaborait ses rapports. Mais pour que le rapport soit publié, pour que le rapport soit exécuté, il devrait être au préalable validé par le Premier ministre. Donc, il fallait au départ, même pour commencer une action, il fallait qu'il soit l'autorisation du Premier ministre. Vous comprenez? Donc, l'IGF était étouffé. Était étouffé. Maintenant, le chef de l'État a fait de l'IGF un service de la présidence et lui a donné le feu vert de faire tout le travail. Même à la présidence, le chef de l'État l'a dit. C'est pour dire que la dimension de la transparence, la dimension de bâtir un nouveau Congo, la dimension de faire des revenus, la volonté là est telle que quand tous les revenus vont se mettre ensemble, maintenant, il aura une facilité de faire une répartition équitable. La preuve, c'est que le budget, la proposition du budget de cette année est allée à un montant assez élevé que les années antérieures parce que les éléments sont en train de se maîtriser justement pour une gestion correcte de la République. Et ça, il faudra vraiment attribuer cela au chef de l'État. Nous attendons également le rapport de l'IGF en ce qui concerne la présidence de la République. Hein. Ça, c'est ce qu'attendent les Congolais. Absolument, parce que le chef de l'État lui-même a demandé, parce que il sait qu'autour de lui, il y a... C'est pas seulement un discours pour... Non, c'est pas... Non, mais c'est pas un discours. Vous pensez vraiment que il va accepter que l'IGF vienne auditer ou faire son travail, ce travail-là à la présidence et que ça reste un discours? Non, il a déjà autorisé, ça va se faire. Mais du moins, il est conscient que peut-être autour de lui, il n'y a pas aussi des personnes qui sont sains comme ils prétendent le dire. Donc ce travail-là va également... tout ça, c'est pour garantir la transparence, justement, et la bonne gestion de la République. Élection en République démocratique du Congo en 2023, dans les délais constitutionnels, madame, messieurs, certaines personnes se sont prononcées en ce qui concerne ces scrutins. On les écoute dans ce dossier. On se retrouve juste après pour un débat. La dépolitisation de la CENI est non négociable. Le pouvoir actuel multiple des menaces en tout genre contre les CC et la Senko, qui sont déterminés à donner au peuple congolais un véritable président de la CENI capable à résister à tout dictat politique qui pourrait avoir directement de l'impact sur l'organisation et la tenue des élections générales constitutionnellement prévues en 2023. Face à tous les attaques dont fait l'objet les deux confessions religieuses si hautes citées, en tant qu'activistes des droits de l'homme, militants de mouvements citoyens et des organisations classiques des jeunes, nous voudrons leur apporter tout indéfectible soutien qu'elles ne se sentent pas du tout seules dans ce combat de la dépolitisation de la CENI, gage d'un processus électoral crédible et qui inspire confiance. Dans le même registre, nous condamnons avec dernière énergie l'attaque du siège de l'ECD perpétrée hier par des personnes non autrement identifiés, en guise de représailles à la suite de la marche organisée récemment par ces partis politiques pour exiger une CENI nette et transparente. Nous rappelons que la démocratie que notre pays a choisi comme mode de gouvernance promet à la tolérance et la liberté d'expression. À ce titre, il est donc inconcevable que la manifestation
publique pacifique et non violente soit réprimée comme il a été le cas avec la marche de Lamuka. Nous rappelons à la communauté internationale d'accompagner le peuple congolais dans sa lutte pour une processus électorale apaisée avec animateur du CENI aux mains libres. Nous demandons au peuple congolais souverain primaire de se tenir mobilisé pour défendre sa souveraineté en danger à cause des calculs politiciens des hommes du pouvoir qui ont peur de leur propre bilan. La République démocratique du Congo a connu plusieurs crises politiques et de sécurité entraînant l'économie de ces grands pays au cœur de l'Afrique au plus bas niveau en Afrique centrale. Cela suite à de nombreuses crises de légitimité liées à la légalité. En 2018, alors que l'organe en charge de l'organisation des élections proclamait Félix-Antoine Tshisekedi comme vainqueur des élections, Martin Fayoulou déclarait être les gagnants légitimes de ces élections. Les 3 cycles électoraux, comme nous les constatons, étaient tous entachés d'irrégularités énormes. Cela a été même reconnu par les différents gagnants de ces élections qui a nécessité des réformes électorales profondes en République démocratique du Congo. Ainsi donc, nous sommes arrivés à l'aube d'un nouveau cycle pour l'organisation des élections en 2023. Il est plus que temps que nous, la population ainsi que les autorités actuelles, puissent rectifier les tirs pour avoir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et accessibles à tous dans les délais constitutionnels avant le 30 décembre 2023. Ainsi donc, la LICOPADEL invite la population à se mobiliser et à exiger du pouvoir en place la tenue des élections législatives nationales et provinciales et l'élection du président de la République dans les délais constitutionnels. Et aussi la LICOPADEL invite la population à ouvrir l'œil pour que les choses avancent, pour que l'on ne puisse pas connaître un glissement pour organiser les élections après décembre 2023. Pour ainsi arriver à un consensus national, la LICOPADEL propose, dans un bref délai, la tenue des concertations nationales pour l'organisation des élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes dans les délais constitutionnels et le respect de la convocation de l'élection du président de la République en République démocratique du Congo. Élection 2023, aujourd'hui toujours pas de consensus autour de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Fiou Dodoboni. Comment trouvez-vous l'attitude des confessions religieuses? Moi, je suis un produit de l'Église. Je suis né, de la communauté baptiste du fleuve Congo, 13e communauté membre de l'ECC. Mes parents ont bâti cette communauté. Je connais les fonctionnements de l'Église, je suis un enfant de l'Église. Mais j'ai été choqué, je suis jusqu'aujourd'hui choqué de voir les comportements de l'Église. Parce qu'il y a des choses... Et quelle église? ECC? D'une manière générale, quand je parle de l'Église, membres de la plateforme. Je vais y arriver, les 8 confessions religieuses. Okay. Je vais y arriver. Je suis choqué parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas exister au sein de l'Église. La notion, les concepts corruption, les concepts division ne doivent pas exister dans l'Église. Parce que l'Église est censée encadrer nous, les politiques, les laïcs. Et le laïc ou le politique que nous sommes, nous devons avoir une lecture positive vis-à-vis de cette Église. Et c'est cette lecture positive, c'est cette image-là qui crée une crainte interne pour dire que ces gens-là peuvent nous dire telle ou telle autre chose. Mais quand le chef de l'État crée la transparence dans un processus, via l'Assemblée nationale, ce qui est constitutionnel, il confie la mission aux confessions religieuses, 8 au total, et que ce dernier, conformément à leur organisation interne, puisse produire un nom, et que ces gens sont incapables de produire un nom, ça me rend malade. Ils sont incapables. Je le dis, ils sont incapables parce qu'ils n'ont pas encore produit jusqu'aujourd'hui avec un consensus, ça me rend malade. Et pourtant, dans ces pays, ce sont les églises qui ont toujours travaillé pour apporter les consensus entre les politiques. Peu importe les problèmes internes qu'ils peuvent en avoir. Déjà, ils ne peuvent pas faire sortir leur incompréhension, leur divergence devant tout le monde.
ne fût-ce que par respect mutuel pour sauvegarder l'image et l'honneur de l'Église. Et le conflit interne qu'ils ont là ne doit pas sortir. Ça, c'est de un. De deux, ils ne peuvent pas s'accuser de corruption. La corruption, c'est un produit de la chair. C'est un produit de la chair. Ils ne peuvent pas s'accuser de corruption. De trois, ils ne peuvent pas vivre la division. La division n'est pas de Dieu. Ils ne peuvent pas, avant que j'entre les tâches, ça ce sont des préambules que je... Mais ils ne sont pas divisés, ils affirment qu'ils ne sont pas divisés. Hein. Ils ne s'entendent pas sur un point de vue, mais ils restent unis. Oui, mais peu importe. Mais l'image qui apparaît, c'est quoi? C'est la division. Et de trois, les quatre, ils doivent eux-mêmes accepter les règles démocratiques. La démocratie, qui est cette valeur? Leurs propres chartes, ils ne sont pas à mesure de la respecter. Ils ne sont pas à mesure de respecter et ça pose un problème. Et en dernier lieu, ce qui me fait mal, ce qui fait la force de l'Église, c'est la dimension spirituelle. On peut beau dire, nous sommes dans un état laïque aujourd'hui, c'est la dimension spirituelle. Je n'ai pas entendu même une seconde pour quelqu'un de se dire, chers frères, renfermons-nous 30 minutes, 1 heure de prière, nous puissions avoir les orientations divines. Quant à ça, rien. Et finalement, je me pose la question, où est-ce que nous sommes? Nous avons affaire à des politiciens avec l'image, les habits, je ne sais pas, ecclésiastiques, où nous avons affaire à la vraie Église. Ce sont des voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, face à des institutions églises, les pharisiens et les autres, il les a appelés de race de vipères. Christ l'a fait. Pourquoi? Parce que justement, il y avait ce genre de comportements. Il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il y avait ce genre de comportements, l'hypocrisie en interne. Chacun en train de jouer une carte quelconque et au nom de l'institution église, et ils détruisent l'image de l'église. L'exhortation que moi je fais à l'église, c'est qu'ils doivent faire l'honneur ou la gloire de notre Dieu et ils doivent présenter une image noble. Qu'ils se dépassent. Et s'ils n'arrivaient pas à le faire, à se dépasser, mais le problème maintenant, c'est quoi? Maintenant confier la charge? Mais le problème maintenant, c'est à quel niveau? La mission a été confiée à l'Église. L'Église est appelée à faire son rapport. Mais si l'Église entre dans un comportement, dans une attitude qui est un peu politico-charnel. Politico-charnel. Voilà, je crois que c'est les mots qui peuvent approcher un peu ce politico-charnel. Mais ils vont entrer dans un terrain des politiciens. Et les estime qu'ils sont déjà en train de nager dans les terrains. Oui, c'est que les politiciens sont plus aptes dans ce terrain-là qu'eux. Et ça ne sera pas une bonne chose, ils risqueraient d'être dribblés. Et voilà pourquoi il était vraiment important que nos églises prennent leurs responsabilités et présentent la personne. Donc voilà. Et aujourd'hui, on estime qu'on est déjà au-delà du temps où on devrait déjà à ces moments ici avoir le nom du président de la Commission électorale nationale indépendante. Cela tarde toujours à venir. Et de l'autre côté, on a deux voix qui s'élèvent pour dire non à la loi électorale qui a été votée. Bon, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Je pense que nous tous ici, nous subissons certaines décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale. Mais étant donné que nous sommes dans une nation démocratique, les institutions sont mises en place. Quand il y a des options, quand l'option est levée au niveau de l'Assemblée, s'il faut changer, il faut mettre en place un plan, soit revenir sur la question, il y a des procédures, prochaine session ou je ne sais pas quoi, il y a des procédures qui existent pour changer. Même si vous criez dehors, ça va changer quoi? Martin Fayulu dans la rue, la Mouka dans la rue le 29 septembre prochain pour dire non à cette loi et exiger la dépolitisation de la CENI. Mais la CENI est politisée à quel niveau? La CENI, au stade actuel, de toute façon, la CENI a toujours été... La naissance même de la CENI est politique. Comment est-ce qu'on peut parler de la dépolitisation de la CENI? La CENI est née dans un contexte politique. C'était à Sun City, où on a créé, évidemment, il y a évolution des noms, mais c'était un contexte purement politique. Donc, ce qui fait que la CENI sera toujours attachée à la réalité politique. Même quand on parle de cette révision de la loi de la CENI. Donc, c'est une fausse affaire, un faux débat. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Même si aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, on doit parler de la loi par rapport au fonctionnement de la CENI ou tout ça. Mais ça se discute où? Dans un cadre purement politique. La majorité qui va lever l'option, c'est une majorité politique. Donc la Senco n'a pas également raison de dire. Non, ce sont de réalités politiques. La politique, c'est la gestion de la cité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, cette marche qu'elle est en train de faire là, c'est une marche politique.
Donc, ils sont des politiciens, ils ont des comportements, des attitudes, de respiration politique. Donc, aujourd'hui, il est plutôt question de réfléchir dans ces contextes actuels, quelle attitude, moi, en tant qu'acteur politique, je devrais avoir pour que, aux prochaines élections, du moins, la transparence soit garantie. C'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas dire que non à la politisation de la CENI. Ok, supposons on reprend tout à zéro. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les propositions qu'eux vont faire pour que les autres puissent adopter, ça sera quelle proposition? Politique? Parce que ce sont des politiques qui produisent. Aujourd'hui, on estime qu'on doit aller au dialogue. Pour apporter quoi au Des dialogue? Solutions. Non, le dialogue, aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette étape de dialogue. Déjà, nous, à l'époque, je me souviens, quand nous étions à la dynamique de l'opposition, même quand le président honoraire Kabila avait fait appel au dialogue, nous avions refusé ce dialogue. Même quand nous sommes allés à la conférence de Genval avec le feu président Étienne Tshisekedi, au retour, nous avons fixé les conditions, justement. Le dialogue a eu lieu parce que le président honoraire Kabila avait dépassé le délai constitutionnel. Puisqu'il avait dépassé le délai constitutionnel, il fallait trouver une solution. Là, il fallait aller au dialogue. Là, parce qu'il fallait créer un cadre constitutionnel pour organiser les élections. Constitutionnellement parlant, le président honoraire Kabila n'avait plus raison d'être président. Et pour éviter qu'il y ait chaos, pour éviter qu'un inconnu vienne s'improviser par un coup d'État dans ce pays, c'est comme ça les acteurs politiques ont accepté, à partir de Genval, nous avons accepté que nous puissions avoir ces dialogues dans un format tel que ça a été défini pour que nous ayons les élections. Mais aujourd'hui, quel est le sens de ces dialogues? Les institutions qui fonctionnent sont dans les conditions normales. Le chef de l'État, son mandat est encore en train de courir. Il a la possibilité de briguer un deuxième mandat. Ces dialogues-là, ça sera pour apporter quoi? Vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation. Aujourd'hui, on dénonce des manœuvres en ce qui concerne la désignation du président de la République, les manœuvres du parti au pouvoir, notamment vous, le membre de l'Union sacrée de la Nation. Pourquoi voulez-vous faire le forcing? Forcing au niveau de la désignation possible. Non, il n'y a pas de forcing. Il n'y a pas de forcing. Le problème, c'est la responsabilité de l'Église à produire un candidat. Donc, la question, le chef de l'État n'est même pas dans cette histoire, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a confié la mission aux confessions religieuses. La dimension de la transparence est telle que le chef de l'État regarde de loin. Il regarde de loin. Mais quel est le rôle, que ce soit, quelle est la part, soit du chef de l'État, de l'Union sacrée et d'autres dans cette affaire? C'est la responsabilité des confessions religieuses. Les confessions religieuses, ils sont à 8. Ils sont à 8. Et sur le 8, il y a 6 qui ont un consensus. Il y a 2 qui ont un consensus de leur manière. Et ce qui fait que... Et pourquoi on pointe du doigt accusateurs de l'Union sacrée de la Nation? Bon, ben, ils doivent les justifier. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Les églises doivent présenter un candidat. Les églises doivent présenter un candidat. C'est ça la vraie version de fait. Et l'église n'est pas en mesure de présenter les candidats. Et si en 2023, nous n'avons pas des élections, qui va endosser la responsabilité parce que les jours sont en train de passer? Les élections en 2023, il y en aura. Le chef de l'État s'est engagé. J'ai eu le privilège d'assister à une réunion avec le Premier ministre dernièrement où il a parlé des recensements. Les recensements, il y a des personnes qui ont prouvé qu'ils pourront le faire à un temps record avant les élections. Du reste, l'organisation des élections et les recensements peuvent être deux choses différentes qui n'iront pas ensemble. Donc, aujourd'hui, là, j'ai entendu le Premier ministre donner les instructions au ministre des Finances et du Budget pour commencer déjà à faire la planification et la réservation de finances. Donc, aux élections de 2023, chaque Congolais aura sa carte. Les élections auront lieu en 2023 parce que le gouvernement y tient et le chef de l'État a donné des instructions précises quant à ce. Maintenant, il revient à chaque acteur, que ce soit au niveau des confessions religieuses, que ce soit au niveau de la politique. Tout le monde devrait travailler dans le sens que ces élections aient lieu et dans les meilleures conditions. Non pas dès le début commencer à s'accuser, à se tirer l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pas correct ça. Madame, Messieurs, le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'ONU, l'état de siège décrété dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans les provinces bien sûr du Nord Kivu et de l'Ituri. On en parle dans ce dernier dossier.
D'entrée des jeux, le professeur Toumba Luaba a dressé un bilan substantiel de 7 mois depuis que la République démocratique du Congo a le bâton de commandement de l'Union africaine. Nous sommes partis pratiquement de rien. Certes, il y a eu une présidence en exercice en 1967 sous Mobutu, mais assez symbolique. Il nous a fallu aussi mener des actions dans le cadre de la thématique annuelle Art, culture et patrimoine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'UA précise que l'ambition phare de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est de mettre les Africains au service du peuple. Nous allons renforcer les acquis en tout ce qui concerne les piliers, la lutte contre la pandémie de Covid-19, beaucoup a été fait, la paix, la sécurité, le genre, la lutte contre les violences sexuelles. Il y aura notamment une grande conférence sur la masculinité positive, tout ce qui concerne les jeunes, la lutte contre les changements climatiques. Et nous allons continuer aussi les négociations entre les 3 pays, Égypte, Soudan et Éthiopie, sur le grand barrage de la Renaissance. À cet effet, le professeur Toumba Luaba est revenu sur le discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 76e Assemblée générale des Nations unies. Il a abordé les aspects de l'Afrique et là nous retenons aussi essentiellement qu'il est revenu sur le problème de la présence de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, plus de solidarité mondiale, une stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme et surtout j'ai aimé qu'il ait appelé l'Afrique à plus de résilience, à compter sur ses propres capacités. Le panel compte relever plusieurs défis durant la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Il s'agit notamment de la lutte contre la Covid-19. La République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence et sa propagation. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République. Le président de la République a pris la parole à la session à l'ONU. Comment trouvez-vous le discours de Félix-Antoine Tshisekedi? Non, le discours du chef de l'État était rassurant et interpellateur parce qu'il a appelé à tout le monde à sa responsabilité sur un certain nombre de questions. La question de la Covid, l'impact qu'a eu la Covid sur le plan économique et la manière dont chaque pays ou chaque organisation mondiale devrait s'impliquer pour soutenir certaines autres nations, non pas comme des personnes qui sont en train de mendier, mais plutôt comme des personnes qui veulent se développer par ces soutiens-là. Il a parlé de la question sécuritaire, sur laquelle il était vraiment apaisanti, le terrorisme et tout ça. Je pense qu'il a interpellé le rôle des uns et des autres pour
régler la question de la sécurité, et pas seulement chez nous, mais d'une manière générale aussi, parce que la question de l'état de siège, ça concerne le Congo, mais la sécurité, elle est globale. Il a parlé également de la question de la démocratie en Afrique, l'évolution de la démocratie, qui aujourd'hui, évidemment, il y a quelques problèmes dans certains États par rapport à la démocratie. Comme la RDC. Non, la RDC a déjà dépassé. La RDC n'a plus de problème. Là, c'est un discours d'un membre d'un cadre de l'Union sacrée de la Nation, c'est qui est contraire à un membre de l'AMUCA comme du FCC. Non, aujourd'hui, au Congo, en tout cas, vous n'allez pas comparer le Congo à beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, on peut dire que le Congo est sur la voie vers. Voilà. On a déjà dépassé beaucoup de pays africains où il y a encore, entre parenthèses, la dictature maquillée, il y a encore une démocratie un peu apparente, tout ça. Mais ici, on est vraiment dans la pratique démocratique. Tout le monde sait qu'en 2023, on ira aux élections. Tout le monde peut organiser ses différentes activités. Lorsqu'on sait qu'on ne peut pas marcher pacifiquement, ça aussi. Tout le monde peut le faire, mais qui ne marche pas. Aujourd'hui, les activités politiques fonctionnent, mais du moins... La dernière marche de la MOUCA a été réprimée, et il y a eu même des bavures policières. Non, la marche n'a pas été réprimée. Vous ne connaissez pas la répression, madame. Mais ça, c'est le discours de la MOUCA. Non, vous ne connaissez pas la répression. Nous avons vécu la répression. Le président de la MOUCA, le président de Décidé, Fayoulou, le jour où il a attrapé la balle en plastique sur son visage, et j'étais allé le rendre à visite à l'hôpital, je peux t'envoyer la photo, je fais avec lui à l'hôpital. Donc, ça c'était la répression. On était au front, ça c'était la répression. Mais ce qui s'est passé avec la marche de la MOUCA du 15, donc, on va dire que c'est quoi? Ça c'est l'encadrement de la police. L'encadrement de la police, parce qu'il y avait certaines on a eu des journalistes qui ont été aussitôt le ministre de médias, de la communication et médias, a fait une déclaration là-dessus. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais la chose la plus importante, comment est-ce que nous gérons les problèmes quand ils se présentent? Et là, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, a fait une déclaration. Il a d'abord condamné l'acte, d'une part, et de deux, il y a eu, la justice s'en est chargée pour sanctionner l'auteur de cet acte-là. Et ça, c'est la véritable état de droit. Mais dites-moi, quand nous étions dans la véritable répression, il y a eu des personnes qui sont mortes, de balles réelles qui ont été tirées. Nous avons pris part à des marches de 2014, 2015, 2016, 2017. Où il y avait la véritable répression. C'était pour dire non au troisième mandat, non à cette... machine à voter, toutes ces histoires-là, on a fait toutes ces marches. C'est là qu'il y avait la véritable répression. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la répression. Donc aujourd'hui, on n'a pas raison de dire que c'est les rétro petit à petit aux anciennes habitudes. Non, il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y en a pas. Vous allez voir, les discours des gens vont se vider. Parce qu'en réalité... J'ai l'impression que l'opposition aujourd'hui, c'est le souhait de voir ceux qui travaillent échouent. C'est le souhait. Ils sont en train d'intercéder tous les jours pour que le travail qui est en train de se faire. Mais est-ce que c'est ça un politicien? Non. C'est ça la politique. Les politiciens. Aujourd'hui, on parle de l'opposition républicaine. Est-ce qu'ils sont, ceux qui sont dans l'opposition, sont dans cette opposition? Malheureusement, non. L'opposition, c'est apporter une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire, vous dites que la manière dont vous faites, bon, vous pensez apporter un résultat, mais nous, tel que nous voyons faire les choses pour le bien-être de la population, voilà la meilleure façon. Et ces débats-là se fait à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on critique tout ce que le pouvoir fait, tout. Donc l'opposition s'inscrit dans une logique telle que ceux qui sont au pouvoir doivent échouer. Ouais, ils sont dans cette logique, mais malheureusement, évidemment, c'est un comportement, une attitude, une façon d'être, mais qui dans les temps va disparaître, parce que la manière dont la vision du chef de l'État est justement de rendre cette démocratie réelle en République démocratique du Congo, pour que, bon, c'est une question des temps aussi, les comportements des uns et des autres puissent changer. À l'ONU, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur l'état de siège décrété dans une partie de l'Est de RDC. On sent que le président est loin même de baisser le bras, mais il y a dans l'opinion certaines personnes qui estiment qu'on doit quand même mettre fin à cet état de siège parce qu'on continue à enregistrer des morts. Non, vous savez...
c'est une promesse de la campagne d'abord. Pas seulement une promesse, mais la population de l'Est a droit également à la sécurité. Mais quand est-ce que la deviendra? Vous savez, le docteur Muyembe, quand la crise de la Covid a commencé, on lui a posé la question, quand est-ce que l'épidémie va s'arrêter? Il a dit, dans le règle normale de fonctionnement d'une épidémie, il y a une période, on doit atteindre l'apogée, et puis on va commencer à courber vers l'annulation. Vous savez, le chef de l'État décrète l'état de siège. Toutes ces forces qui étaient cachées, qui étaient dans leur zone confortable, sentent la menace. Et face à cette menace, ils réagissent. C'est tout à fait normal. Ils réagissent parce qu'ils veulent éviter cette menace-là. L'armée nationale est en train de déboulonner toutes ces forces qui s'étaient confortablement installées en complicité avec tout un système du passé. Nous n'allons pas entrer en profondeur là-dessus, en complicité. Alors, maintenant, le chef de l'État lève l'option de l'état de siège. L'armée est en train de faire son travail. Ces forces-là réagissent et contrecarrent. C'est là maintenant qu'il y a la montée des choses. Et cet affront-là donne l'impression que le travail ne se fait pas. Non, le travail est en train de se faire. Donc le travail est en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Mais l'ennemi a doublé de force. L'ennemi a doublé de force. Il est en train de ressortir ces différents énergies qu'il avait cachées, les armes, tout ça. Il crée les atrocités pour terroriser davantage, donner l'impression qu'il a les contrôles de la situation. Alors que cache la position de ceux qui veulent qu'on puisse lever l'état de siège? Non, justement. Pourquoi lever l'état de siège, justement? Si nous levons l'état de siège aujourd'hui, la situation va être catastrophique. Le chef de l'État, en tant que commandant suprême, il a les informations plus que quiconque dans ce pays. Le service des renseignements, internes comme externes, lui donne les informations. Donc, il a clairement dit, nous allons aller jusqu'à ce que cette guerre prendra fin. Jusqu'à ce que la paix soit rétablie. La paix soit rétablie à l'est du pays. Et nous irons comme ça. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre rendez-vous de ce jour, mais où en êtes-vous avec votre projet et proposition de loi contre le tribalisme? Nous sommes en train justement de faire un travail de, comment on appelle, de lobbying, justement pour convaincre, échanger avec les différents acteurs politiques et au niveau de l'Assemblée nationale pour arriver à les convaincre. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons justement que c'est la loi contre le tribalisme. Proposition de loi contre le tribalisme. Nous avons constaté qu'il y avait une certaine attitude, un certain comportement des acteurs politiques, de leaders d'opinion sur considérer les critères tribaux comme un choix dans certaines décisions. Et pourtant, nous devons privilégier les critères de compétences, les critères d'intégrité, les valeurs, en fait, comme choix à un certain moment. Donc, ce qui fait que la tribu en soi devrait être considérée comme une richesse, source d'inspiration, mais notre patrimoine à sauver, c'est le Congo. Nous avons tous un de notre Congo qui est le Congo, notre nation. Donc voilà pourquoi il y a un certain nombre de choses au niveau de la prévention, au niveau de la sanction, au niveau territorial des non-originaires que nous proposons de manière à ce que la nation congolaise soit véritablement bâtie et que nous soyons à mesure d'affronter toute la situation qui se présente. Est-ce que vous pensez que vous allez résoudre le problème? Mais du moins, il y aura un pas qui sera fait. Un pas sera fait et ça pourra quand même équilibrer facilement les choses. Les gens auront de repères, de guides qui leur permettront de poser certains actes. Quand nous disons par exemple que dans un gouvernement provincial, 40% des membres du gouvernement devraient être des originaires, 60% de non-originaires, dans la pratique, donc les différents membres de partis politiques faisant partie de toutes les provinces vont se retrouver agencés au niveau de la République. Donc, ça résolverait déjà un problème. Quand nous disons que jusqu'à la formation scolaire, à la fin 6e, un enfant devrait avoir la possibilité de parler les 4 langues nationales, vous comprenez déjà que ça faciliterait l'intégration de chaque Congolais par rapport à toutes les tribus de la République. Donc, Monsieur Fiondu Boni n'est pas député national. Comment allez-vous faire parvenir cette loi? Non, un député va porter la loi. Et la loi portera votre nom? Ben, ça dépendra de la manière dont les choses vont se faire, mais du moins, un député va porter la loi. Et à quand les dépôts de cette proposition? Dans un proche délai. On fait d'abord le lobbying quant à ça.
Nous sommes pratiquement à la fin, mais aujourd'hui, de voix se lève pour dire que le président de la République n'est pas bien entouré. Petit à petit, le peuple ne veut plus de Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion? Que le peuple ne veut plus de qui? De Félix Tshisekedi, parce qu'on parle de réserves, des recettes qui s'accroissent chaque jour, mais on ne sent pas cela dans le social du peuple congolais. Oui, mais ça va se sentir, et ça se sent déjà quelque part parce que les revenus sont en train de monter. Et quand les revenus vont atteindre un certain niveau, selon nos prévisions, c'est à ce moment-là qu'il y aura la répartition équitable de nos différents revenus. Félix Tshisekedi n'est pas bien entouré. C'est lui les coachs. Possible ou pas, mais du moins, des fois, certains jugements, les gens font, ils le font parce qu'ils voient les choses de loin, mais du moins, lui, en tant que coach, il est conscient, et s'il y a des décisions à prendre, il les prendra au meilleur moment. C'est la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous aviez oublié de dire quelque chose à la population qui est en train de vous suivre? Le message à la population, c'est seulement rappeler notre identité en tant que peuple. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nous avons une identité de la grandeur. Nous devons savoir, quelle que soit cette médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, gardons notre identité de la grandeur et rassurons-nous de l'effort du chef de l'État pour que nous puissions atteindre notre dimension de la grandeur par rapport à notre identité. Tenons bon, gardons l'espoir, allons de l'avant. Tous ensemble, nous réussirons. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, Monsieur Fiu Dodoboni, notre invité de ce jour, est président d'un parti politique Orange, mais il est également président de l'Ordre national des architectes de la RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand plaisir. Merci. Merci à vous, madame, monsieur, de votre fidélité à votre magazine Info 7. Nous l'avions toujours dit, Info 7, votre émission. Info 7, c'est l'émission de Congo Web Télévision. Info 7, notre émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et surtout, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions, vos propositions, vos suggestions qui sont toujours les bienvenues. Au revoir.